semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce 1er juin de l'an 2024 pour lequel j'ai convié en plateau Paul-Marie Rouissou. Il sera face à Jules-Léandre Kitty. Avec eux, chers amis internautes, il sera essentiellement question de la crise entre le Bénin et le Niger et nous parlerons également de la tournée gouvernementale qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Avant de retrouver mes chers invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée académique ou les différentes rentrées académiques à l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou avec 2 campus, dans la ville d'Abomey-Calavi, celle de Parakou et très prochainement un site sera présent dans la Donga. Sans plus tarder, chers amis internautes, voici la pub sur Info Hebdo. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Décryptage avec Paul-Marie Rouissou, bonjour. Bonjour Kader. Théoricien de la gouvernance d'État, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Jules-Léandre Kitty, analyste politique, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux amis internautes et bonjour à mon cher ami compatriote Paul-Marie Rouissou. C'est un plaisir de le retrouver. C'est un plaisir parce que moi j'adore la querelle des idées, d'accord, le choc des idées. Ça continue d'être vrai que c'est de ce choc que jaillit la lumière. Donc, toute personne convaincue de choses à dire pour servir son pays devrait aimer la confrontation des idées. Et je pense que M. Rouissou est passionné par cet exercice également. Alors, Paul-Marie Rouissou, vous êtes passionné par cet exercice, comme le disait tantôt Jules-Léandre Kitty. Cette semaine, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, était au Niger pour participer à une rencontre tripartite entre le Bénin, le Niger et WAPCO. À son retour à l'aéroport international Cardinal Bernardin Grantin de Cotonou, il a eu à effectuer une sortie médiatique. Au lendemain, le président Patrice Talon est sorti. De tout ceci, qu'est-ce que vous retenez? Bon, je crois que... Des lignes bougent? Des lignes bougent. Oui, on peut le dire. Moi, je suis un peu embêté. Je suis embêté. Par quoi? Par la communication gouvernementale autour de cette question du Niger. Vous faites allusion à quoi? La sortie? D'abord, le ministre, pourquoi est-il venu nous parler de ce qu'il a... Est-ce que c'est sa participation? De sa participation, parce que ça fait 8 ans qu'il est quand même au ministère. Vous l'avez vu combien de fois sortir, aller en mission, venir et rendre compte. Donc moi je comprends pas, ou bien peut-être que il est rentré dans la vague de la communication gouvernementale qui se fait en ce moment. Donc lui pense que lorsque lui aussi il est allé en mission, qu'il revient, il doit rendre compte. Bon, moi je n'étais pas déjà très à l'aise avec ça. Encore que je l'aurais accepté,
okay, que le ministre parle plutôt que le président parle. Mais le président a parlé après le ministre. Avec le président Patrice Talon, vous n'avez pas eu plus de précision? Vous n'avez pas été comblé par sa sortie médiatique? Bon, je vais dire que je suis maintenant, face à tout ce que nous avions déjà vécu et face à tout ce que nous avons déjà dit, je suis à moitié satisfait par la sortie du président Talon. Pourquoi vous êtes insatisfait? Bon, satisfait parce que... Qu'est-ce qui manquait à cette sortie? Parce que maintenant, le ton a baissé. Le ton a sérieusement baissé. Et vous pouvez le constater que le président commence, on va dire, par accuser le coup de cette crise qui dure dans le temps. Vous avez vu un Patrice Talon peiner? Oui, je l'ai vu peiner. Je l'ai vu, si vous voulez, hein, je l'ai vu trop sûr. Dans ses habitudes. Plus trop sûr de la suite. Ce qui n'est pas de ses habitudes, justement. Plus trop sûr de la suite. Et qui ne sait plus à quel sens se vouer. Mais qui, et c'est là où le bât blesse, garde des éléments de langage qui ne facilitent pas le dialogue avec les autres. Très rapidement, avant de revenir à Julien Kitty, quels sont les éléments qui vous amènent à affirmer que Patrice Talon n'était pas dans ses habitudes et qu'il ne paraissait pas très sûr? Mais écoutez, est-ce que ce sont les mots ou il y a eu de la gestuelle? Déjà dans les mots, vous constatez que il ne peut pas affirmer de façon péremptoire, comme il en a l'habitude, le futur, ce que ça peut être. Justement, puisqu'il a montré qu'il a prouvé toute sa bonne foi, à vouloir renouer avec les anciennes communautés, mais le paradoxe demeure. Oui, bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je constate qu'il en est à ce point-là maintenant où il accuse le coup de cette crise qui dure et qui finalement, peut-être qu'il ne maîtrise pas plus les paramètres de la suite. Parce qu'il ne nous laisse pas entrevoir un futur sûr, un futur... disons, un futur avec les Nigériens, où le Bénin est triomphant, où le Bénin est ceci, on n'a plus vu ça. Sauf que dans le langage, et c'est ça ce que je dis, sauf que dans le langage, il est resté un certain nombre d'éléments qui, à mon avis, font que les Nigériens se trouveront un peu, disons, ils auront encore cet orgueil-là de dire oui, on doit continuer. Mais moi, je voudrais dire aux Nigériens qu'il faut... Aux Nigériens, oui. Bien sûr, aux Nigériens. Je voudrais dire aux Nigériens qu'il y a un moment où on finit par constater qu'il faut maintenant déposer les armes et rentrer en discussion. Parce que le président Talon que nous avons connu, qui est sorti dire qu'il ne va pas autoriser le passage, donc, ou bien les bateaux, dans l'arrimage des bateaux, donc dans les eaux béninoises pour pouvoir prendre le pétrole nigérien. Parce qu'il avait besoin qu'on le saisisse officiellement. Voilà, que je vois qu'on a dépassé maintenant largement ce Patrice Talon et que maintenant nous sommes avec un Patrice Talon avec qui on peut dialoguer. Avec un peu de dialogue. Je reviens tout à l'heure par rapport à d'autres éléments qui vous amènent à dire que Patrice Talon a été abattu au cours de cette sortie médiatique. Mais tout de suite, j'aimerais demander à l'analyse politique, est-ce que le constat est le même? Est-ce que vous avez constaté jeudi dernier un autre Patrice Talon à travers cette capsule vidéo qui a été virale sur la toile? Non, moi j'ai envie de dire Patrice Talon comme je ne l'ai jamais vu, mais en bien. Vous voyez, moi j'affectionne particulièrement la définition que les philosophes font du mot intelligence. C'est cette capacité à s'adapter à chaque situation nouvelle. Donc il ne faut pas, et Rabelais a dit qu'il n'y a rien de plus grave que la certitude absolue d'avoir raison. C'est-à-dire que vous êtes en discussion avec quelqu'un, vous ne vous entendez pas, vous vous dites, tel que j'ai dit les choses, telle la position que j'ai prise ne changera jamais, même si Dieu descend. Ça n'est pas de l'intelligence. Quelqu'un, votre vis-à-vis peut ne pas vous comprendre parce que vous n'avez pas suffisamment expliqué. Votre vis-à-vis peut ne pas vous comprendre parce que il est conseillé par d'autres personnes qui n'ont pas intérêt à ce que vous vous entendiez. Votre vis-à-vis peut ne pas concéder des choses parce qu'il pense que la première position que vous avez adoptée, la première posture que vous avez adoptée reste la même. Patrice Talon a suffisamment martelé et il a répété hier que il avait dit d'abord
que il y a un temps Pour condamner, il y a un temps pour prendre il y a un acte. temps pour prendre acte de l'évolution des choses et il y a un temps pour se réconcilier. Avant-hier, il dit quoi? Les condamnations du temps des sanctions de la CEDEAO, que tout ça est derrière nous. Et qu'il n'y a aucune raison à ce que les autorités béninoises ne soient pas dans la clairvoyance, dans la bienséance et dans la solidarité avec les frères nigériens et avec les nouvelles autorités nigériennes. Alors, pour ce qui est des pas qui expriment la bonne foi de la partie béninoise, depuis que le temps du dégel a été sonné par la CEDEAO, mais je pense que le Bénin, je ne sais pas si le Bénin n'a pas fini le tableau des pas de bonne foi, d'humilité à exprimer. Qu'un chef d'État en vienne même, depuis que moi j'ai eu l'âge de la raison, depuis que je suis l'actualité politique nationale et internationale et j'analyse, Oui, quand chef d'État en vient. j'ai pas vu un chef d'État facilement, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, dévoiler le contenu d'une lettre personnelle qu'il envoie à un homologue à lui. Très souvent, vous voyez dans les commodités diplomatiques, les démarches diplomatiques, vous avez une information officielle par rapport à un déplacement d'une délégation ou d'un ministre en direction d'un autre pays. Et tout au plus, on vous montre dans les reportages que ce ministre ou ce premier ministre ou ce chef de délégation était porteur d'un message spécial du chef de l'État dont il relève à son homologue. Et ça s'arrête là. Alors, le chef de l'État béninois est allé jusqu'à dire, dans ma lettre que j'ai envoyée à mon homologue nigérien, ma lettre d'apaisement, d'accord, pour demander le retour à la normale. Et le chef de l'État, au lieu de donner l'impression que c'est lui, son point de vue qu'il est en train de donner, ses sentiments qu'il exprime, il rappelle des données techniques juridiques qui pourraient constituer un blocage pour la suite, pour les formalités douanières qui sont obligatoires si la partie nigérienne n'ouvrait pas les frontières. Merci. Et a même dit que si la partie nigérienne devrait rester dans sa position, camper sur ses positions, il va falloir donc qu'officiellement, il y a une exception. Voilà. Et que la partie nigérienne puisse demander ça exceptionnellement. Quand un chef d'État a fini par dire ça, et celui que tout le monde présente comme le dur de nature, ou celui qui ne veut pas faire de concessions, ça veut dire que le chef de l'État béninois, de bonne foi, a entendu les critiques que les gens lui faisaient pour dire c'est dans la forme qu'il y a problème. Alors, si tant que tout le monde dit il y a question d'ego au niveau des deux chefs d'État, mais le chef de l'État béninois, je l'ai dit ailleurs et en face de M. Ouessou, un instant en face de M. Ouessou, j'ai eu à dire, nous n'avons pas mandaté le chef de l'État béninois pour qu'il aille faire salam alek auprès des Nigériens ou qu'il coule le Bénin à terre. Mais le niveau où il est allé, ce niveau-là, le grandit et montre que il ne veut plus qu'il soit dit que c'est parce que lui, Patrice Talon, fait trop parler son ego. Voilà, donc à partir de ce moment, que les Nigériens ne puissent pas revenir à de meilleurs sentiments et qu'on avance. Et que s'ils pensent, ils pensent que c'est une expression de faiblesse de la part de la partie béninoise, ça va être dommage. Parce que, et c'est leur ami Paul-Marie Ouessou qui devra pouvoir leur donner les bons conseils. Est-il nigérien? Non, il est un compatriote béninois, il le revendique. Mais dans cette affaire, il a été beaucoup plus l'ami des Nigériens, tout en étant béninois, en disant il faut que le Bénin gère cette affaire avec le Niger, avec plus de sérieux. Voilà. Alors, je crois que mon ami Kitty veut me taquiner et que non, mais j'ai jamais mis pied. Ok, j'ai mis pied une fois au Niger, juste à Gaïa, là. Je sais pas. En fait, les autorités nigériennes devraient plus vous écouter qu'un Kami Seba qui va mettre de l'huile sur le feu. Vos conseils peuvent encore passer. Bon, moi, je voudrais dire une chose. Non, je suis tout à fait d'accord avec lui que le chef de l'État en est arrivé à un niveau, et c'est ce niveau que nous on réclamait depuis
depuis le début, il en est arrivé à un niveau où il ne sait plus à quel sein se vouer pour que les Nigériens puissent lui accorder le crédit qu'il mérite. Et c'est ce niveau que nous, on a demandé depuis, c'est pas s'humilier. C'est pas s'humilier, c'est... Donc, vous vous réjouissez de cette sortie. Elle a apporté un plus. Oui, dans le débat. Comme je le dis, cette sortie a apporté vraiment... Ça fait un pas. C'est pourquoi moi je dis que les Nigériens doivent maintenant prendre conscience qu'il arrive toujours un moment où il faut déposer les armes et commencer le dialogue. Et le chef de l'État a donné les gages maintenant qu'on peut dialoguer. Sauf que, et c'est ça, c'est ce que je vous disais, sauf que sur l'image qui nous a été présentée du chef de l'État, moi je crois que le service de communication du chef de l'État a du travail à faire. Ils ont du travail à faire. Il y a quel problème là? Non, mais écoutez, on n'est pas obligé de montrer le chef de l'État, de montrer toute l'image du chef de l'État avec la main là qui était sur comment dirais-je je sais pas, la coudoir là et qui montrait quand même une certaine un certain état d'esprit du chef de l'État. Et ça, ce n'est pas la faute du chef de l'État. Il y a quelqu'un qui est chargé de sa communication et qui devrait regarder ces éléments avant qu'on ne sorte les vidéos. Et moi, je voudrais dire que le chef de l'État, en tout cas que moi j'ai vu dans cette vidéo, donc en dehors de ces défauts de ces défauts techniques qu'on pouvait reprocher à la vidéo, le chef de l'État est arrivé à un niveau où maintenant on peut dialoguer avec lui. C'est-à-dire que la partie nigérienne peut dialoguer avec lui. Maintenant, il demeure que je pense qu'il faut tout en acceptant qu'on est arrivé à ce niveau-là, il y a les éléments les insinuations de menaces, comme il l'a dit, rappeler les règles, c'était pas nécessaire. Juridique. C'était pas nécessaire. Mais maintenant, moi je crois... Est-ce que c'était pas pour prendre l'opinion publique à témoin? Oui, mais c'était l'objectif de toute la communication, autant avec le ministre qu'avec lui. C'est-à-dire qu'il faut montrer maintenant à tout le monde ce que nous faisons. Et pourtant, ça ne... Le Bénin, est-ce qu'on n'a pas le ressenti que le Bénin veut prouver toute sa bonne foi dans ce dossier? Non, le Bénin n'a pas de bonne foi à prouver dans ce dossier. Il n'y a pas de bonne foi à prouver dans ce dossier. Il y a des démarches à faire simplement pour que nous puissions aller de l'avant. Moi, j'ai déjà dit ici une fois, je crois, que du point de vue de la sécurité, il faut engager le dialogue. Et ça, on n'a même pas, nous, citoyens, on n'a même pas besoin de savoir si le dialogue est engagé ou pas, de sorte que les deux armées se parlent et se comprennent sur un certain nombre de choses. Même si c'est l'armée ennemie, vous savez bien que l'armée américaine et l'armée russe se parlent tout le temps sur... attention, nous allons faire ce mouvement-là. Attention, vous ne pouvez pas aller là. Les armées se parlent. Donc, les armées doivent... L'armée béninoise doit communiquer avec l'armée nigérienne et lui donner les gages de ce que le Bénin ne peut pas être un territoire pour attaquer le Niger. Et ensuite, je dis, ce dialogue, nous, citoyens, on n'a même pas besoin de savoir si ça a eu lieu, si ça n'a pas eu lieu. Il faut que les responsables de notre armée cessent d'aller à la télévision parler. Ce n'est pas la peine sur cette question-là. Ce n'est pas la télévision que l'armée doit aller parler. L'armée doit contacter l'autre armée et parler directement avec l'autre armée et donner des gages sur tel aspect. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que nous pouvons faire ceci? Est-ce que nous pouvons faire cela? Pour permettre à ce que l'on dissipe la peur et les inquiétudes de l'insécurité. Et moi, je crois, comme je le dis, que le président en est arrivé à un état d'esprit maintenant où on peut dialoguer. Je reviens pas. Et s'il le faut, il faut qu'il puisse s'appuyer aussi sur les gens qui parlent au président Tiani. Comme lesquels par exemple vous faites allusion? Vous savez, vous estimez qu'il y a encore des ressources au plan national qui sont à même de contribuer au dégel? J'estime qu'il y a, ou que le président a à sa disposition des ressources qui peuvent identifier les personnes qui peuvent parler à Tiani. Il faut passer par là maintenant. Donc, il faut négliger aucune voix. Il faut négliger aucune voix. Les personnes
qui peuvent avoir l'oreille du président Tiani, il faut maintenant que le président identifie ces personnes et leur parle. Je ne sais pas si c'est le président malien, je ne sais pas si c'est le président burkinabé, je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est les chefs coutumiers, mais il faut identifier celui qui a l'oreille du président Tiani. Vous pensez que le Mali et le Burkina seraient de grands atouts? Je le crois sincèrement, parce que les trois pays s'entendent très très bien parfaitement et ça peut aboutir à quelque chose. Alors, Julien Kiti, que pensez-vous de ceux qui estiment que la CEDEAO a laissé le Bénin seul dans cette crise, alors que le Bénin a agi conséquemment au respect des injonctions de la CEDEAO? Bon, il y a, je crois, 72 heures, la représentation de la CEDEAO au Bénin a célébré le 39e anniversaire du traité instituant la CEDEAO et a félicité le Bénin pour sa résilience dans cette crise que connaît la CEDEAO, et particulièrement au lendemain, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger. C'est une manière de dire, nous comprenons que le Bénin subit le coup de la posture adoptée, des décisions prises par la CEDEAO. La CEDEAO, il ne faut pas la regarder comme la réduire au Nigeria. Donc, et il ne faut pas non plus présenter le Bénin comme un pays complètement faible qui est victime de sa position. Non, moi j'ai toujours dit, ça n'a jamais été un crime que d'adopter une posture de pays responsable qui respecte sa signature, donc qui adopte une posture qui correspond à la décision prise par la communauté. Et si la décision prise par la communauté a des avantages, ça a des inconvénients également. C'est ces inconvénients que nous sommes en train de... Mais est-ce qu'aujourd'hui, les autres pays de la CEDEAO ne devraient pas s'impliquer dans la médiation? Le président Tinubu, par exemple. Les autres pays de la CEDEAO devraient s'impliquer dans la médiation, s'impliquer dans ce qui arrive. Pas forcément le président togolais aussi, par exemple. Bon, on a l'impression... Le président togolais, vous l'avez observé très tôt, qui a pris ses distances, non pas de l'institution, mais a pris ses distances vis-à-vis aux décisions, vis-à-vis des décisions de l'institution CEDEAO. Le Togo n'a pas attendu, n'a même pas respecté les décisions de la CEDEAO. Le Togo n'a pas attendu les décisions de la CEDEAO pour continuer à se positionner comme l'ami du Niger. Je me rappelle au temps fort de la crise, la CEDEAO avait désigné 3 présidents pour aller en négociation avec le Niger. Il y avait le Béninois, il y avait le Togolais et puis un autre... le Tchadien? Non, pas le Tchadien, il y a un autre pays. Mais le Togo a préféré envoyer son ministre des Affaires étrangères individuellement aller là-bas pour dire, déjà discuter avec le général Tchiani, les autorités nigériennes, et qu'il rendra compte aux chefs d'État, aux 3 chefs d'État qui vont décider. On a vu après, le Togo a lancé aujourd'hui, pendant que le Bénin est encore en crise avec de confiance avec le Niger, qui ose dire que le Bénin va être un bastion pour la France pour attaquer le Niger. Mais le Togo, pays membre de la CEDEAO, non membre de l'AES en création, est déjà avec le Tchad en opération militaire. Voilà, ça veut dire que le Togo... Mais que pensez-vous de que pensez-vous de ceux qui estiment que Faure fait ces compromissions-là dans le seul but de ne pas aussi être victime de coup d'État? Bon, ça peut être plausible, cette hypothèse-là, ça peut être plausible, mais c'est une erreur stratégique. Parce que tant que vous n'êtes pas dans une dynamique globale, et que vous montrez, si les gens viennent à imaginer que c'est pour ça qu'il est en train de le faire, c'est une consécration même de sa faiblesse. C'est-à-dire, si je m'en tiens à ce que ceux-là disent, je ne sais pas si ce qu'ils disent est vrai, mais si c'est ce qu'ils sont en train de dire est vrai... Très rapidement, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, permettez-moi, je répondais à votre question, mais il y avait une des précisions que je voulais donner sur ce que M. Ouesso avait dit concernant cette nouvelle posture du président Patrice Talon, du chef de l'État béninois. Non, je pense qu'il n'est plus question, il n'est plus question aujourd'hui de continuer à faire croire que le seul à être en train de s'époumoner pour chercher les solutions, c'est Patrice Talon. Non, Tiani ne doit pas être un problème à régler.
Ça veut dire qu'il... Excusez-moi, hein, je dois être péremptoire. Ça veut dire que le général Tchiani ne sait pas, n'a pas conscience du manteau de chef d'État qu'il porte. Un chef d'État, il n'a pas à jouer au capricieux. Le président nigérien... Donc vous estimez que Tchiani joue au capricieux? Mais si on en vient à dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas... le Niger n'a rien à faire. Tchiani peut rester toute sa vie avec le Niger sans montrer un signe de la nécessité de coopérer avec le Bénin. Lui doit continuer à se comporter comme si son pays n'a besoin du Bénin en rien, pendant que des Nigériens, des citoyens nigériens, il n'y a pas que des citoyens béninois qui sont bloqués au niveau des frontières. Il y a des citoyens nigériens. Il y en a qui sont au Bénin ici, qui veulent bien que les frontières soient ouvertes. Et lorsque vous êtes chef d'État, à des moments donnés, vous laissez votre ego personnel. Vous laissez votre personne. Vous représentez une institution. Donc, que l'armée, les chefs d'État sont considérés comme premiers responsables des armées. Donc, si l'armée béninoise, je suis heureux que vous soyez amené à dire que si l'armée béninoise doit parler à son homologue nigérienne et vice-versa, on ne devrait pas communiquer autour. Peut-être qu'ils sont en train de se parler. Et ils sont amenés certainement à se parler parce que avec les postes avancés que le Bénin a pour lutter contre le terrorisme, les incursions terroristes, eh bien, tout ça fait partie de ce que le Niger regarde pour dire, bon, il y a des bases militaires françaises au Bénin. Et j'en aurais fini lorsque je vous aurais dit, il y a un argument qui me pose un problème. La manière dont la partie nigérienne pose le problème des relations entre le Bénin et la France, c'est à croire que si Cotonou doit dire bonjour à Paris un matin, Cotonou doit aller prendre l'autorisation à Niamey. Non, les autorités béninoises ont dit, nous sommes prêts à ce que le Niger envoie des délégations, y compris certainement des spécialistes de l'armée et tout, pour voir ce qu'il y a chez nous. Le Niger, la normalisation des relations avec le Niger, ce que veut le Niger, c'est pas autre chose que de voir le Bénin chasser la France du Bénin. C'est-à-dire que, tel que eux, ils ont dit, à Niamey et partout, plus de soldats français sur notre sol, plus de soldats américains sur notre sol, il faut que le Bénin répète la même chose qu'eux. À ce niveau, j'estime que le débat est déplacé. Parce que la normalisation des relations entre les deux pays ne doit pas être conditionnée par ça. Mais si tant est que les autorités nigériennes ont la preuve, je dis bien la preuve, et la preuve, vous savez très bien, on n'a pas besoin de finir la première année en droit pour savoir ce qu'on appelle une preuve. Alors, donc, il faut qu'ils apportent la preuve et qu'ils disent pour toujours, donc, vous êtes nos ennemis et les Béninois vont prendre acte. Vous avez suivi Julien Kiti qui constate que le général Abdourahmane Tiani joue au capricieux. Est-ce que vous pensez que le Niger, même recevoir le ministre actuel, envoyé simplement, dans le contexte il dit qu'il n'a pas le temps peut de rester capricieux sa position quand on sait que WAPCO serait déçu lorsqu'on s'en tient au propos du ministre Adambi et du président Patrice Talon? Bon, écoutez, moi, je voudrais qu'on sorte maintenant du débat de cette plateforme où on accuse ci, on accuse ça. Je trouvais, et je peux encore le redire partout où besoin serait, que le Bénin devrait baisser le ton. C'est ce que j'avais pensé. Et le Bénin a commencé à le faire. Oui, mais le Niger devrait faire quoi? Alors, parce que vous n'arrivez jamais à dire ce que le Niger devrait faire. Il en vient. Mais j'ai déjà parlé du Niger tout à l'heure. Peut-être que vous ne m'écoutez pas. Alors, mais j'ai dit, le Bénin a commencé à faire ce qu'il faut faire. Alors, le Niger. Maintenant, vous pouvez être pressé, vous pouvez gesticuler et vous allez encore gâter tout le processus parce que vous savez. Est-ce que les autorités nigériennes vont se fâcher? Non, parce que non, ce n'est pas. Écoutez, les uns les autres ont des caractères. Hein. Chaque pays a ses caractères. Je crois qu'il y a le caractère nigérien
et il y a le caractère béninois. Oui, mais vous avez affirmé Allez. sur un plateau de télévision que c'est le Bénin qui a le plus à perdre dans cette affaire. Bien sûr, et que jusqu'à le Niger n'a pas besoin du Bénin pour quoi que ce soit. C'est peut-être ce qui vous amène. Est-ce qu'en l'état, C'est peut-être ce qui amène les Nigériens aussi à se comporter comme ça. peut supporter la situation. Non, ce que je dis, Aujourd'hui, il faut cesser d'envenimer la situation au moment où la première autorité de notre pays a commencé à baisser le ton. Nous n'avons plus à accuser qui que ce soit. Nous allons demander simplement que progressivement, que les uns et les autres au Niger surtout entendent maintenant raison. Et sache que... En faisant comment? Quelle doit être la première démarche à adopter par le Niger? Bon, écoutez... Avec tout ce qui a été fait. Moi, je venais à peine une rencontre tripartite qui doit se tenir, par exemple, au Niger. Le Bénin a accepté de se déplacer. Le chef d'État a envoyé un émissaire. Patrice Talon n'a cessé de... C'est quand même sur ce dossier. On voit Patrice Talon sortir presque toutes les semaines pour en parler. Alors, aujourd'hui... Il n'est pas reçu. Il est le ministre ministre de la République qui va là-bas. Il n'est pas reçu par le chef de l'État de là-bas. Et le président béninois, à moins que vous apportiez la preuve du contraire, dit que au cours de leur séance, les Nigériens n'ont rien dit par rapport à la question. Je dis tout le temps que les gens m'empêchent de parler. Non, ne vous empêche pas de parler. Moi, je n'ai pas réagi. Mais si vous ne dites pas ce que le Niger doit faire de façon concrète... Vous voulez que je dise quelque chose que je ne vais pas dire? Moi, je ne suis pas sain. Ce n'est pas sain de ne pas pouvoir dire quoi. Ce que vous pensez, moi, je ne vais pas dire ce que ça. Moi, je dis ce que je pense. Oui, mais voilà, ce que je pense, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le Niger... Oui. J'ai dit jusqu'ici que le Niger doit maintenant entendre raison. Si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas entendu. Non, je l'ai entendu, mais voilà, maintenant, après, comment vous voulez que moi j'aille dire comment chacun doit réagir? C'est pourquoi je vous dis que chaque pays a son caractère. Il y a le caractère nigérien. Et vous savez bien que les Sahéliens sont souvent très durs dans la colère et sont souvent très rancuniers dans la colère. Ça, c'est un caractère. Et voilà. Et donc, il faut tenir compte de ça. Et c'est pourquoi je dis c'est progressif. C'est progressif. Et qu'il faut maintenant ouvrir le dialogue à travers des personnes qui peuvent faire entendre ou qui ont l'oreille des autorités nigérianes. Maintenant, il ne faut pas accuser le général Tiani. Il ne faut pas l'accuser, il faut accuser personne. Moi, je dis que maintenant, nous sommes arrivés à un niveau où nous devons inviter les uns et les autres sur les différents plateaux, autant au Bénin qu'au Niger. Nous devons inviter nos autorités à maintenant à aller. Moi, je l'ai fait pendant des émissions. J'ai pris des risques. Il est là, il est témoin, il peut le dire. J'ai pris des risques de dire que mon président n'était pas dans ses droits de faire ce qu'il faisait. Et maintenant, il a fait... Vous avez fini d'accuser... Attendez! Il a eu l'attitude que vous voulez. Maintenant, il a fait... Allez-y, on va conclure. Maintenant, il a fait ce que je pense qu'il devrait faire. Et je dis, maintenant, je demande aux Nigériens aussi d'entendre raison. Maintenant, ça, pour le faire, il faut le faire à travers les canaux, et ça ne peut que se passer à travers des canaux que nous ne devons pas savoir. Parce que les armées aussi se parlent entre elles. Les armées doivent se parler entre elles, c'est obligé. Et les armées, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'armée des États-Unis, c'est-à-dire l'armée américaine, parle à l'armée russe, parle à l'armée chinoise, vous savez, l'armée américaine et l'armée russe sont très, très opposées. Mais se parlent. Merci à vous, Paul-Marie Ouessou. Très rapidement, on va revenir au Bénin pour parler de la tournée gouvernementale. Une petite digression. Surtout, j'ai rappelé ceci là, pardon. Il ne faut pas que les responsables de notre armée aillent parler à la télévision. Il faut arrêter ça. Il faut qu'ils, dans l'affaire du Niger là, il faut qu'ils parlent avec l'armée nigérienne. Merci à vous, Paul-Marie Ouessou. Alors, très rapidement, le théoricien de la gouvernance d'État, que pensez-vous de ces militaires arrivés au pouvoir par un putsch qui ont fait 3 ans, 2 ans de transition et qui, à l'issue d'assises nationales, trouvent la charte de la transition modifiée avec un bonus de 5 ans? Bon, qu'est-ce que vous appelez bonus? Moi, je ne pense pas qu'il y a bonus. Je pense qu'il y a un processus en cours dans ces pays. Vous savez... mais est-ce que pour vous, théoricien de la gouvernance d'État, est-ce que vous ne trouvez pas une entorse à la démocratie que quelqu'un puisse faire 8 ans au pouvoir sans avoir été élu? Je ne pense... Dans un pays qui se dit démocratique. Ben écoutez, vous savez, quelqu'un fait 17 ans dans notre pays sans avoir été élu, hein? Ou bien je me trompe?
De quoi parlons-nous? Pas en 2023, de quoi parlons-nous? Et en 2024. Non, mais que ce soit en 2024 ou bien avant, notre histoire, c'est notre histoire, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un fait 17 ans dans le pays sans avoir été élu. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un processus en cours dans ces pays-là. OK? Et c'est un processus tout à fait nouveau. Et les responsables politiques, parce que c'est ça que tout le monde dit, les responsables politiques qu'on avait dans ces pays-là ne comprennent pas ce processus pour le moment. Ils ont le temps de comprendre le processus et de comprendre l'esprit national, l'étau national, la morale nationale. Ils auront le temps de comprendre la nouvelle morale et tout. Et en ce moment, moi, je peux dire maintenant, OK, je suis contre si parce qu'il ne fait pas les élections, je suis contre ça parce qu'il ne fait pas les élections. Non, je pense qu'il y a quelque chose de grave que je viens d'entendre. L'exemple de notre pays pour les 17 ans dont parle M. Paul-Marie Ouessou, il est parfaitement mal choisi. Mathieu Kérékou, pour ses 17 ans, n'était pas en démocratie. Notre pays n'avait pas encore adopté le régime démocratique. Comment ça? Non, mais attendez. Nous sommes allés en indépendance avec la démocratie, il ne faut pas l'oublier. Non, attendez. Oui, bien sûr. Je parle, les 17 ans, vous parlez de Mathieu Kérékou. Bien sûr. Mathieu Kérékou il a pris le pouvoir par un putsch. Oui, bien sûr. Le seul fait qu'il y ait un putsch signifie un coup d'arrêt a été donné à la démocratie. Donc un coup d'arrêt est donné de l'autre côté aussi. Un coup d'arrêt a été donné à la démocratie. Oui. Mais après, le chef de l'État, Mathieu Kérékou, a proclamé une idéologie, a dit parti unique, a dit tout ce qu'il veut faire là. Il a été très clair là-dessus. Ce dont notre cher ami Kader est en train de vous parler. Non, c'est de vous parler. Ils ont brandi les questions de mauvaise gouvernance. Ils ont estimé, comme prenez le Mali, on a estimé que les armées étrangères ne permettaient pas... Je suis mal à l'aise, moi, avec le mot estimé. Parce que ça suppose que vous ignorez complètement qu'il y a eu des émeutes, qu'il y a eu des mouvements, qu'on a réprimés, qu'on a tué des Maliens, parce qu'ils réclamaient justement ce que vous appelez mauvaise gouvernance. Non, je suis tout aussi déçu de savoir et déçu davantage parce que vous êtes un spécialiste de la langue. Quand je dis j'estime, là, c'est mon droit le plus absolu de dire que qui estime. Ils estiment. J'ai dit que eux, c'est ce que je pense. Si vous voulez faire que je fasse de la tautologie, j'estime qu'ils ont estimé que tel que le pays n'arrivait pas à recouvrer l'intégrité du territoire, il fallait faire partie de l'armée française, il fallait faire partie les contingences de l'ONU pour pouvoir permettre, avec l'apport de la Russie, libérer le territoire. Et quand on est en train de faire ça, on est un peu comme dans une situation exceptionnelle. Donc, Assimi Goïta et son équipe, eux-mêmes entre eux, après 3 coups d'État avant un semblant de stabilité, mais fait voter une constitution où il dit d'abord, il se blanchit de tous les actes qu'eux-mêmes ils ont posés. Et aujourd'hui, on fait les assises. Il interdit le fonctionnement des partis politiques, les manifestations. Après, il organise des assises nationales. Tout ce dont je me réjouis, l'armée malienne peut aller jusque dans la zone de l'Azawad ou que les groupes terroristes contrôlaient avant, avec la complicité de l'armée française, parce que ça s'est établi finalement. Alors, quand on retrouve un minimum de souveraineté de cette façon, il faut se lancer maintenant dans un processus de mutation ou de retour vers la normale, parce que le pays, s'il n'y avait pas eu guerre, il n'y avait pas de terrorisme, le pays avait opté pour la démocratie. Mais quand on décide de prolonger la transition et on se tape 5 ans, 63. Et dans les résolutions des dites assises nationales, entre autres recommandations, on a dit qu'on recommande la candidature de Assimi Goïta aux élections présidentielles. Ça veut dire... Ça c'est au Mali et au Burkina. Alors au Burkina, plus d'Assemblée nationale, on est en situation exceptionnelle également, et puis bon, on fait prolongation également. Et puis au Niger, qu'est-ce qu'on a avancé? On a dit mauvaise gouvernance, on a dit Bazoum ne faisait pas ci, ne faisait pas ça, il coopérait avec la France qui n'aidait pas en réalité le Niger pour lutter contre le terrorisme et qu'on exploitait leurs ressources.
Personne ne rappelle que le général Tchiani, vous n'aimez pas qu'on le titille, que le général Tchiani a été le général, le patron des armées sous Bazoum. Pendant 10 ans, c'est quelqu'un il finissait pratiquement. Donc c'est l'homme de Bazoum. Donc les intérêts, les objectifs poursuivis par les gens parfois pour prendre le pouvoir par les armes, même si le peuple est déçu de celui qui est au pouvoir et qui semblait jouer les démocrates, mais souvent, moi j'ai souvent eu l'impression que on vole la victoire du peuple. Le peuple réclame quelque chose. C'est un mouvement dont vous parlez. Aujourd'hui, là, allez enquêter au Mali, au Burkina et au Niger, vous verrez que les acteurs de ces mouvements-là commencent par toujours se poser des questions pour dire est-ce que c'est vraiment les objectifs que nous on a poursuivis là, que l'armée est en train de régler en ce moment, ou bien est-ce qu'ils ne règlent pas leurs problèmes. Moi, si ça peut permettre aux Nigériens, aux Burkinabés et aux Maliens de se sentir à l'aise, de conduire leur pays, chaque pays a sa marche vers son développement et chaque saison à ces réalités, ça peut leur permettre d'avancer, c'est bon. Mais je suis pas prêt à venir les célébrer comme, merci voilà, comme vous dites, il y a des gens qui n'ont rien compris de ce processus, de la morale nationale ou tout ce que vous avez senti. J'ai aimé la rhétorique, mais après, dans un pays, tout le monde a besoin de tout comprendre. Merci, Julien Kitty. En temps réel. On va progresser. On ne laisse pas un dirigeant faire 5 ans à sa manière et après, on dit, viens expliquer. Alors, Dr Paul Maïressou, on va revenir au Bénin. Non, mais écoutez, il a quand même dit des choses que vous allez y aller très rapidement. Vous ne voulez pas me laisser comme non, ça. Allez-y, très rapidement. Ok, d'accord, très rapidement. Ça va me relancer le débat. Mais ça chute, me rassure, parce que son départ m'avait un peu inquiété, parce que je le connais très bien. Oui, mais bon, c'est des gens qui veulent vivre en vase clos, ils veulent faire à leur manière. Non, mais moi, je ne suis pas comme vous prêt à les célébrer. Non. Parce qu'il n'y a pas de lisibilité. Non, mais dites-moi, allez-y. Quel est le régime qu'ils sont en train d'appliquer? Il y a de lisibilité. Non, vous êtes une université. Quels sont quel est le régime qu'ils sont en train d'appliquer et quelles sont les normes? Quels sont les éléments pour que vous et moi, intellectuels, on puisse lire ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger? Moi, j'estime qu'on est dans un état d'urgence, un état exceptionnel. Merci. On dit état de guerre à la limite. C'est tout. Et ça n'a pas de... Bien sûr, c'est justement cela. Mais c'est pas dans ça. C'est pas dans ça qu'on fait constitution. Pour vous, lorsqu'il doit y avoir une transition, est-ce qu'elle doit avoir une durée? Pardon? Est-ce qu'une transition doit avoir une durée au cours de laquelle elle ne doit pas excéder? Est-ce que vous connaissez la durée de vie d'une nation, d'un pays? Non. Bon, voilà. Donc la transition ne doit pas avoir une durée? Non, attendez. Est-ce que vous connaissez la durée de vie d'une nation? Du tout pas. Est-ce que vous savez aussi qu'au Bénin, nous sommes restés en transition depuis 2016? Parce que je peux vous le démontrer. Et le président Talon lui-même l'a dit plusieurs fois. Une transition. Alors, tu as envie de montrer, vous comparez à la gouvernementale. Question de transition. C'est les comparaisons difficiles à lire. Alors, il n'y a aucune difficulté à lire. On parle de transition. Donc, le mot transition s'applique à tout le monde. Ça ne s'applique pas qu'au régime non démocratique ou bien régime démocratique. Ça s'applique à tout le monde, le mot transition. Alors, donc, non, ce que je vais dire simplement, moi, comme je l'ai dit, sa chute a été meilleure au départ, parce que il faut regarder la marche historique de chaque pays. Il faut regarder la marche historique de chaque pays. Et il y a un processus démarré, je vais dire avec Sankara, par exemple au Burkina Faso. Il y a un processus amorcé qui a été étouffé avec la mort de Sankara. Et vous voyez les uns et les autres, disons, vouloir que ce processus renaisse et se remette en place. OK? Maintenant, c'est que le processus, tant qu'on a des gouvernements que nous avons eus, 27 ans, vous savez, l'autre a fait 27 ans pour aller à la gloire, ça c'est Mandela, et l'autre fait 27 ans, je ne sais pas s'il lui va à la gloire, ça c'est Blaise Compaoré. Donc, 27 ans de gouvernance à la tête de l'État, et vous voyez, les gens ont soif, donc de cette époque-là, vécu sous Sankara. Alors, donc, il y a... Oui, pour chaque nation a sa marche. Et nous devons regarder la marche historique de chaque nation. Merci. Les 3 pays que nous avons là, Mali, Niger et Burkina Faso,
sont dans une marche. Merci à vous. RFI peut passer sa journée à recevoir les opposants, à recevoir les trucs là. Peu importe. Ce qui importe, c'est ce que les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés depuis bientôt près de 8 jours. Depuis près de 8 jours, Paul Maï Ouessou. Non, 15 ans, non. S'ils font... a dit c'est la transition et puis c'est bon. Parce font... que c'est leur marche. Alors, Paul Maï Ouessou, non, ils ne peuvent pas vivre en vase clos, ils ne le font même pas. On va passer la tournée gouvernementale. Ils ne le font même pas. Alors, la tournée gouvernementale. Il faut retenir, parce qu'il a tendance à me taquiner là. Il faut retenir simplement... Non, il faut retenir simplement que ce soit 10 ans, que ce soit 20 ans, que ce soit 5 ans, ce qui est important, il y a un moment donné où si le peuple se sent... Attendez, si le peuple se sent mal à l'aise, le peuple va l'exprimer. Et donc... Avec des militaires. Pour l'instant... Avec des militaires. Non, bien sûr. Ah, mais Kérékou n'était pas un militaire ici. Mais quand le peuple se sent mal à l'aise, il l'exprime. La tournée gouvernementale, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez suivi depuis bientôt une semaine des discours des ministres, des députés, de cadres politiques soutenant l'action du gouvernement, à l'expliquer aux populations les grandes actions qui ont été menées par le régime depuis 2016, par exemple. Vous avez suivi de part et d'autre. Qu'est-ce qui retient votre attention? Qu'est-ce que vous appréciez dans cette démarche-là? Bon, ce que j'apprécie, je ne sais pas si je dois apprécier quelque chose dans la démarche. La démarche, oui, la démarche de communiquer avec les populations me semble être une bonne démarche. Mais toute mon appréciation s'arrête là. Le reste, chaque fois que j'écoute chaque ministre qui parle, c'est problématique. C'est problématique parce qu'ils n'ont aucune éducation de communication. Aucune éducation de communication. Ils se jettent dedans, ils disent tout et rien. Tout et rien. Et c'est lui qui... Vous estimez que le discours apporté aux populations n'est pas adéquat? Le discours, ne colle pas avec la réalité. C'est-à-dire, en d'autres termes. Mais écoutez, la plupart du discours, la plupart du temps, on s'attaque à Yahi. Yahi, ça fait 8 ans que Yahi n'est plus là. La plupart du temps, on s'attaque à Yahi. Yahi n'est plus là il y a 8 ans. Mais c'est quelqu'un qui est là il y a 8 ans et les populations sont... Attendez. Vraiment. Oui, allez-y. Ils rappellent, ils exposent les réalisations. Mais écoutez, les réalisations depuis 8 ans, les gens sont mal à l'aise, sinon pourquoi ils vont leur parler? Pourquoi ils sortent pour aller parler aux gens? Les gens ne se sentent pas bien. C'est pourquoi ils sortent pour aller parler aux gens. Et ce n'est pas Yahi qui fait que les gens ne se sentent pas bien aujourd'hui. Si 8 ans, vous n'avez pas pu faire pour que les gens se sentent bien, ce n'est pas Yahi qui a fait. C'est 8 ans, c'est vous. Et ce n'est pas, il faut pas venir nous faire avaler ici des couleuvres comme quoi, on ne peut pas réaliser ou faire le bonheur de quelqu'un en 5 ans ou bien quelque chose. Il faut pas venir nous faire avaler ça. C'est 8 ans, vous avez exercé le pouvoir de l'État, vous devez pouvoir amener le peuple à un niveau optimal de satisfaction. Les gens ne sont pas satisfaits. Les gens se sentent mal. Et vous sortez, c'est pour aller attaquer Yahi. Moi, je comprends pas ce type de communication. Non, attendez, j'explique. Parce que sinon, les choses sont laissées comme ça en l'air. On ne comprend pas. On a comme l'impression que vous êtes un opposant ou bien. Non, du tout pas. Même si vous l'êtes, même si je le suis comme le col aujourd'hui, je ne dirai pas non. Écoutez, parce que quand la chose n'est pas bonne, il faut dire qu'elle n'est pas bonne. Regardez la vice-présidente. Parce qu'elle est partout, moi, je vois maintenant. Oui, le président Talon a fait ceci, il va faire votre bonheur, il va faire ceci. C'est le président Talon qui agit depuis 8 ans. C'est toute une équipe gouvernementale. Et elle est vice-présidente de cette équipe. Et on dit il. C'est pas nous. Il y a un problème avec la communication du gouvernement. Sincèrement, moi je le dis, il y a que les gens doivent être éduqués. On ne dit pas simplement on va faire la communication, on jette les gens dans le truc là. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je crois, off antenne, que je crois que Kitty a du travail. Lui peut quand même apporter son expertise à beaucoup de gens pour éduquer les gens à la communication. Vous êtes indexé? Non, je ne le suis pas, je fais déjà... D'entrée de jeu, pourquoi les ministres ont senti le besoin d'aller échanger avec les populations? C'est leur plein droit. Le gouvernement, là, quelqu'un a dit que le gouvernement peut aller sur le terrain quand il veut. Aucune loi l'interdit. Deuxième chose, moi, bien plus que la notion de reddition de compte, je suis un passionné de la redevabilité.
Et lorsque vous parlez de redevabilité, vous avez en face un offreur de redevabilité et un demandeur. Les offreurs ici, ce sont ceux qui détiennent une petite parcelle du pouvoir public. Le chef de l'État que nous avons élu, les membres du gouvernement, et tous ceux qui sont en responsabilité d'agir en faveur de la population pour son bien-être. Alors, même si vous êtes rassasié de solutions aux problèmes d'une population, vous dites en amont ce que vous prévoyez faire pour le bonheur de cette population. C'est ça le programme d'action du gouvernement. Quand vous êtes en train de faire, périodiquement, d'abord au quotidien, vous avez des canaux traditionnels qui sont là, classiques, qui permettent aux citoyens de savoir ce que vous êtes en train de faire. Et comme les collectivités locales ne sont pas une république à part, il y a eu des couloirs d'information entre l'État central et les collectivités locales, de sorte à ce que jusqu'au bas de l'échelle, le citoyen puisse savoir pourquoi on fait telle chose. Et il sait d'avance ce qu'on a prévu, ce qu'on a fait et pourquoi on n'a pas fait le tout. Mais périodiquement, il faut des opérations grandeur nature de cette forme-là pour que les ministres aillent sur le terrain et que les populations aient la possibilité d'avoir le ministre en face, d'avoir jusqu'à vice-président, ça n'est pas mauvais que ça, appuyé par les partis politiques. Mais Paul Marie estime que le discours sur le terrain n'est pas approprié. Attendez, je vais nuancer les choses. Oui, allez-y très rapidement parce que nous sommes presque à la fin. Oui, c'est important quand moi, je suis passionné par les questions techniques. Oui. D'accord? Oui. Quand dans le langage, les mots, les formules utilisées, il y a des couacs. Si vous voulez faire un débat technique, je comprends parfaitement pourquoi il dit que la vice-présidente, au lieu de dire Patrice Talon fera ci, va vous faire votre bonheur. Que pour lui, peut-être ça pose un problème, ça tend vers un culte de personnalité, ou que ça détache la vice-présidente de l'action collective. Alors qu'elle a été élue, au lieu de dire nous. Elle a été élue en duo. Au lieu de dire nous. Avec le président Patrice Talon. Oui, cela me paraît mince, quoique vrai, cela me paraît mince par rapport à toutes les choses concrètes qui ont été dites. C'est-à-dire, on a prévu que dans telle commune, on va faire tel nombre de kilomètres de route. Nous l'avons fait. Nous avons dit qu'on va le faire en 8 ans. On l'a fait. On a dit qu'on va le faire en 7 ans. C'est en 8 ans qu'on a été obligé de... On l'a fait. Pourquoi on a eu 1 an de plus pour le faire? Voici les contingences qu'il y a eu. On donne la possibilité aux populations de poser des questions. Moi, j'exigeais ça. Je me disais, il faut que les populations aient leur temps dans ces séances-là. Et elles ont leur temps. Mais là où je ne suis pas d'accord, j'ai pas l'impression, j'ai suivi, à moins que je me trompe, non, je ne me trompe pas. Je n'ai pas eu l'impression qu'au cours de cette tournée gouvernementale, là, les gens ont passé le clair de leur temps à s'attaquer à l'opposition, et particulièrement à Yahi. Que M. Paul-Marie Ouessou appelle directement le nom de Yahi comme ça, je trouve que c'est dérangeant. Pourquoi vous-même vous faites la fixation sur Yahi? Moi, je n'ai pas entendu beaucoup de ministres appeler le nom de Yahi. C'est parce que très souvent, de par mon éducation, je n'aime pas dire jamais, jamais. Même si j'ai écouté la plupart des ministres, peut-être que cet aspect-là m'a échappé. Mais tel que vous en parlez, c'est comme si dans cette tournée gouvernementale, tout le monde parle de Yahi. Non, les gens, tout au plus, lorsqu'on leur pose la question de savoir, mais pourquoi vous devez faire cette tournée? Pourquoi quand vous leur demandez de justifier cette tournée, c'est là où ils vous disent, il y a des réalisations qui sont faites, il y a des projections qui sont dans la population, besoin de savoir, et pour éviter que la population soit victime d'intoxication. Et dans vos interprétations, vous estimez que la supposée intoxication vient de l'opposition, et vous choisissez celui qui est le plus grand des leaders de l'opposition, c'est Yahi. Mais moi, je n'ai pas vu les ministres du gouvernement perdre leur temps à s'occuper de la personne de Yahi. À moins que vous ayez sorti les bandes de ces interventions-là, et qu'on trouve que la grande partie de ces bandes-là, on entend Yahi dedans. Moi, je n'ai pas vu ça. C'est peut-être des débats antérieurs, à cette tournée, dans lesquels il y a eu des échanges, il y a des actions posées par Yahi qui ont nécessité des répliques. Mais cette tournée gouvernementale s'occupe de présenter, de rappeler à l'attention des populations les réalisations faites, s'il y a eu des couacs, le pourquoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est du devoir
Des gouvernants. Des gouvernants Merci de le Bielka, faire. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est normal. Maintenant, vous allez conclure tout à on l'heure. peut toujours discuter sur les expressions utilisées. Oui, Est-ce que la communication est la meilleure? Elle est perfectible. Et je vous concède, en tant qu'intellectuel, de faire ce genre d'observation. Moi, je ne suis pas de nature à dire tout est parfait et dans le meilleur des mondes. Voilà. Bon, de toute façon, moi, je n'ai pas encore dit ici que la tournée est malvenue. Je n'ai pas non plus dit que la tournée, que le gouvernement ne doit pas communiquer. Je n'ai pas dit ça. Vous dites qu'il ne s'occupe que de Yahi. Oui, mais écoutez, il ne prononce pas le nom Yahi. Ah, ben, question. Donc c'est de votre invention, c'est dans votre imagination que vous pensez. Allez-y rapidement. J'espère que les Léandre va me laisser. Attendez, oui, bien sûr. Bien sûr. Attendez, question. Je vous ai jamais empêché. Attendez, allons-y. Question. Allez-y, oui. L'argent ne circule pas. Et nous avons faim. Vous savez pourquoi l'argent ne circulait pas? Ne circule pas. Vous savez pourquoi l'argent circulait? L'argent circulait parce que le leader du pays, quand il descend quelque part, il vous distribue l'argent. On parle de qui? Oui, mais et si c'est une réalité? Non, mais je dis, parce que quand j'ai parlé de Yahi, vous avez dit... Vous avez pris une question. Non, attendez. Et la meilleure réponse a été donnée. Politique. Non, attendez. La meilleure réponse a été donnée. Non, du tout. Techniquement, l'argent ne circule pas dans le pays. Techniquement, pas à cause de Yahi, pas à cause de qui que ce soit, mais à cause de la politique gouvernementale. Et je vais vous le démontrer. Si vous voulez, on prendra une émission, toute une émission. Je vais vous démontrer la politique gouvernementale, la politique économique est la raison. Pas Yahi, pas la non-distribution de choses là. Moi, je vous aiderai à comprendre que vous êtes un extrémiste. Ok. Maintenant, voilà. Donc, l'argent, non, pas de l'extrémisme. Je parle de, non, on a toujours été courtois les uns avec les autres. Faut pas me parler d'extrémisme. Parce que ça, c'est des expressions qui... extrémisme. Je vous dis, attendez, je vous dis que l'argent ne circule pas. Heureusement que vous êtes bien loin de moi, vos doigts ne... Non, je vous le dis. L'argent ne circule pas est une question... On a compris. Non, attendez. Vraiment. Franchement, je ne sais plus trop. Vous m'arrêtez, lui m'arrête. Je ne sais plus trop. Non, on n'a pas de calendrier, d'agenda commun. Mais je ne sais pas. Laissez-moi parler au moins. Quand je suis indisposé... Oui, mais laissez-moi parler. Non, vous ne pouvez pas être indisposé par les questions techniques. La circulation de l'argent, c'est une question économique technique. Oui. Ce n'est pas une question d'extrémisme. C'est une question technique. Et je vous dis que, techniquement, on va vous démontrer que Yahi n'a rien à faire avec l'argent circule pas circule, mais c'est la politique gouvernementale. Et moi, je le dis. Il sera possible de vous démontrer également que, comparativement au régime passé, aujourd'hui, la politique gouvernementale permet d'empêcher au maximum ceux qui mettaient le grappin sur l'argent. La question n'est pas la corruption. Mieux aujourd'hui. La question n'est pas la lutte contre la corruption. La question est, est-ce que l'argent circule? Techniquement, je dis techniquement, on va vous expliquer que c'est la politique gouvernementale de talent qui fait ça. Bravo à cette politique parce qu'elle empêche que l'argent sale circule. Non, mais si l'argent ne circule pas, les gens ont faim, c'est ça le problème. Les gens ont faim, l'argent ne circule pas. Le temps nous a rattrapé soudainement. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain dimanche avec Billy Gaël pour l'invité, qu'on aura comme invité Maître Sadikou Alao. Merci à vous, chers amis internautes, une fois encore. Vous avez vu, le calme est finalement revenu. Peut-être après le plateau, les débats vont se poursuivre. Merci à vous une fois encore. Peut-être à samedi prochain avec les mêmes ou avec d'autres. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.